Bonsoir à tous, bienvenue pour cette soirée de lancement de filmsdevoyage.com. Merci de nous rejoindre, merci d'être parmi nous ce soir. Alors, grande nouveauté pour l'association Aventure du bout du monde, c'est cette présentation qu'on vous propose, cette présentation d'une plateforme qui s'appelle filmsdevoyage.com, qui est une plateforme de films pour tous les réalisateurs et spécialement pour tous ceux et toutes celles qui ont des images sur leur voyage. Alors pourquoi cette plateforme filmsdevoyage.com? Tout simplement parce qu'on s'est rendu compte, et au fil de nos festivals, que beaucoup de réalisateurs de films, d'aventures et de nombreux voyageurs avaient aussi envie de poursuivre leur relation entre tous ceux qui avaient des films à partager et tous ceux qui voulaient voir ces films. Alors, un bon nombre d'entre eux étaient présents dans de nombreux festivals de voyage. Malheureusement, depuis un an, ces festivals sont plutôt annulés. Et d'autres ont aussi l'occasion de partager leurs films à travers leur réseau, mais aussi à travers d'autres plateformes. Filmsdevoyage.com se veut la plateforme des films uniquement spécialisés sur les voyages. Alors, avec nos amis québécois les aventuriers voyageurs, on a eu cette envie de vous proposer une plateforme dédiée au voyage, mais aussi cette envie de vous faire partager tous les beaux films qu'on a pu voir durant tant d'années, durant nos événements, et puis vous permettre de rencontrer aussi de nombreux voyageurs réalisateurs qui ont cette envie. S'ils font des films, c'est pour les partager et pour les montrer. Donc, cette plateforme, ça paraissait avoir son utilité. Alors, ce soir, après cette soirée, nous allons vous présenter 4 de nos réalisateurs qui sont parmi nous et qui vous présenteront aussi en quelques minutes leur bande-annonce, mais aussi vous donneront aussi leur petit coup de cœur sur leur film de voyage et ça vous permettra aussi de pouvoir visionner leurs films sur cette plateforme. À l'heure actuelle, près de 50 films sont à votre disposition dès ce soir et vous pouvez avoir la chance de les visionner. Alors, vous les visionner film par film, mais vous pouvez aussi avoir, et chaque mois, on fera une sélection de différentes thématiques, hein, puisque nous allons avoir une thématique sport plein air, une thématique tour du monde, une thématique culture et une thématique tourisme. Et dans chaque thématique, nous allons sélectionner chaque mois 5 films qui vous seront proposés sur un package qui vous permettront de voir ces 5 films durant à peu près une durée de 3 heures de films qui seront à votre disposition. Alors, l'intérêt de cette plateforme filmsdevoyage.com, c'est que tous ces films seront disponibles durant 32 jours et vous pourrez le regarder sur différents supports, téléphone, ordinateur, télévision, mais vous pourrez aussi les partager avec votre entourage pendant ces 30 jours. Donc, on espère aussi que cela contribuera à faire connaître de nombreux voyageurs et à vous donner aussi envie de partir, parce que le but aussi de ce site, de cette plateforme de voyage, c'est vous donner envie de partir prochainement pour de nouvelles aventures et vous aussi de ramener ces images. Alors, ce site festivaldevoyage.com, c'est aussi l'aboutissement d'un travail. Et je tiens à remercier particulièrement l'équipe des aventuriers voyageurs qui ont su créer cette plateforme et qui ont donné tout leur dynamisme pour pouvoir la proposer avec nous à tout notre réseau, mais à plus que ça, à tous ceux qui ont envie de pouvoir partager et rencontrer les voyageurs. Et je les remercie d'être parmi nous ce soir, puisqu'ils vont nous présenter aussi leurs films. Mais avant tout, je voulais que Yannick et Marie présentent ce qu'est les aventuriers voyageurs. Bonsoir à vous deux, merci de nous rejoindre. Je rappelle que vous êtes en direct du Québec, le pays cousin de nous, Français. Bienvenue pour cette soirée de lancement. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots votre entreprise et puis et pourquoi avoir aussi eu envie de partager ces films de voyage? Parfait. Ben, merci beaucoup Didier de nous recevoir ce soir. Nous, aujourd'hui, c'est la neige. Aujourd'hui, le retour de la neige au Québec après quelques belles journées de printemps. Et puis, c'est ça, les Aventuriers Voyageurs. C'est une entreprise que j'ai démarrée en 2008, donc ça fait 13 ans. Ça vient de faire 13 ans. Et puis, le but de ça, c'est de permettre à des gens de diffuser des films de voyage dans les cinémas à travers le Québec. Donc, on est dans une soixantaine de cinémas un peu partout à travers le Québec, d'un bout à l'autre de la province.
Et puis, les films sont présentés, c'est des films d'1 heure et demie en général qui sont présentés au cinéma. Donc, les gens, plutôt que d'aller voir un film normal, standard, ils vont acheter leur billet pour venir voir un film de voyage, pour les faire voyager, pour s'évader, mais aussi pour avoir des conseils de voyage pour préparer leur prochain voyage. Ça fait 13 ans qu'on fait ça au Québec, ça va très bien. C'est sûr qu'avec la pandémie, ça a été un ajustement qu'il a fallu faire. Les cinémas ont fermé au Québec, probablement aussi en France, la même chose. Donc, c'est un peu pour ça qu'on s'est retourné vers la plateforme Internet pour rendre disponibles les films de voyage qui sont faits par les Québécois. Étant donné que ça fonctionnait très bien ici au Québec, on a voulu agrandir l'offre pour y ajouter des films réalisés par le réseau ABM à travers vos festivals. Donc, c'est pour ça qu'on a lancé le projet avec vous pour vous inviter à venir voir les films. Alors, oui, alors justement, j'ai beaucoup de retours là, de gens qui me disent c'est une bonne idée de lancer cette plateforme. Alors, Patrick il me demande, il fait-il beau au Québec? Bah, vous me dites qu'il y a de la neige, voilà. Mais en fait, avant d'aller au Québec, vous êtes aussi réalisateur de films de voyage et ce soir, vous allez nous présenter votre film Inde du Nord. Est-ce que vous pouvez nous dire en 2 minutes ce que contient ce film? Oui, dans le fond, ce film, et nous, dans le fond, les aventuriers voyageurs, ce sont des récits de voyage plutôt touristiques. Donc, dans ce film, on présente la région du Rajasthan, l'Inde du Nord, mais aussi un petit peu le nord, plus au nord, Rishikesh. Donc, c'est un voyage de 6 semaines, 4 semaines pour moi, et Sophia et moi, parce qu'on était avec notre petite fille de 6 ans, et Yannick est resté 2 semaines de plus pour visiter le nord. On croyait qu'elle en aurait assez de 4 semaines, ce qui fut le cas. Donc, ce qui était le fun, c'est que nous, on a fait affaire avec une agence québécoise, Explore Voyage, puis une autre agence française qui est située à Udaipur, qui s'appelle Ramram India. Puis on a fait un circuit comme classique avec un chauffeur. Puis parfois, on était aussi en présence du groupe de l'agence Ramram puis Expert Voyage. Donc, c'était super pratique d'avoir un chauffeur, évidemment, parce qu'en Inde, on s'est dit que voyager en transport en commun ou louer une voiture, pour nous, c'était quasiment impensable. Il faudrait vraiment avoir du cran pour être capable de conduire en Inde. Donc, c'est un voyage qui a été fait en novembre. Si vous aimez les festivals, c'est une des meilleures périodes pour aller en Inde. On y voit dans notre film 3 festivals. Dans le fond, on voit la fête de la lumière, le Dev Diwali, qui est aussi la fête de la lumière, mais à Varanasi, et puis aussi la foire aux chameaux de Pushkar. Donc, oui. Ce sont pas mal, on voit pas mal tous les incontournables là, du Rajasthan, Jodhpur, Udaipur, Varanasi, Jaisalmer. Alors justement, on va voir la bande-annonce du film Inde du Nord que vous nous proposez, qui vous permettra aussi peut-être de donner envie de partir en Inde. On va lancer la petite bande-annonce qui dure quelques minutes afin que vous puissiez vous faire un aperçu de ce film. Ok, merci pour ce partage de la bande-annonce film Inde du Nord par Marie et Yannick. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions aussi sur l'Inde, sur leur film. On a 10 minutes avec eux en échange. Vous pouvez le poser sur le YouTube avec le chat, bien sûr, et je me ferai un plaisir
de leur reformuler. Alors, quand on voyage en Inde en famille avec une caméra et qu'on réalise un film, est-ce que finalement, on y trouve aussi le moyen de prendre son temps et d'apprécier l'Inde à sa juste valeur? Ouais, mais ça, c'est toujours la question que je me fais poser. Ça fait quand même plusieurs films. Ça fait je pense que c'est 18 films que je fais de voyage. Puis à chaque fois, c'est jamais des vacances. C'est toujours un voyage pour le travail. C'est du matin au soir, on filme. Parce que faire un film, c'est sûr, en 4 à 6 semaines, c'est quand même limite. Là, on n'a pas beaucoup de temps à perdre. Donc, le matin, on profite des meilleures heures d'ensoleillement. Même chose qu'en fin de journée. Et puis, on organise le voyage un petit peu comme ça. Puis on essaie sur l'heure du midi, de faire des entrevues, rencontrer les gens pour faire des entrevues, parler à la population. Mais le matin et en fin de journée, c'est plus profiter du soleil pour avoir les meilleurs éclairages, les meilleures images pour filmer. C'est un petit peu comme ça qu'on organise nos voyages. Puis, ça, je donne des formations également aux gens. C'est toujours la question que les gens me posent. Ils veulent faire un film de voyage, mais c'est sûr que c'est un travail avant tout. C'est pas nécessairement des vacances faire un film. On revient fatigué, plus fatigué que reposé à la suite d'un voyage comme ça. Alors Marie, quand on voyage en Inde, qu'est-ce qu'on est attiré plus par l'architecture, les gens, l'ambiance, le fouillis, qu'est-ce qui vous attire, enfin qu'est-ce qui t'attire toi justement en Inde? C'était mon deuxième voyage en Inde. Je crois que l'Inde, c'est vraiment l'un des endroits les plus dépaysants de la planète que j'ai vu à ce jour, là. Fait que dans le fond, c'est sûr que ce que j'aime le plus de l'Inde, ce sont les Indiens parce que c'est vraiment un peuple incroyable. Jamais que je me suis sentie en danger ou j'ai jamais eu peur de me faire voler. Fait que en même temps, c'est les couleurs, les odeurs, toute la nouveauté, toujours quelque chose de surprenant. Donc, c'est un peu pour ça Yannick n'était jamais allé. C'est sûr qu'un voyage en famille, par contre, c'est un petit peu plus difficile. Sophia n'a pas beaucoup apprécié tant que ça. Le fait qu'il y ait beaucoup, beaucoup de monde, de la pollution. Mais c'est vraiment un voyage à faire une fois dans sa vie, je crois. Et justement, comment ça se passe pour voyager avec un enfant en bas âge? Oui. Ben, dans le fond, ça s'est super bien passé. Par chance, j'avais apporté mon porte-bébé, même si elle avait 6 ans. Et je m'en suis servie à plusieurs reprises, surtout à Delhi ou dans d'autres villes comme Jodhpur, où est-ce qu'il y avait beaucoup de monde. Puis aussi, on a souvent peur d'être malade. En tout cas, je sais pas. Au Québec, en tout cas, quand on parle de l'Inde, les gens, en général, ils ont peur d'être malades. Et nous, on a pris le vaccin oral du Coral. Et par chance, on n'a pas été malade du tout. C'est juste qu'on a fait très attention là, pour manger toujours des aliments cuits. Sophia était très triste de ne pas pouvoir manger des petites tomates, mais on disait non parce qu'on ne voulait pas qu'elle soit malade. Donc, on a pris nos précautions nécessaires. Mais ça s'est super bien passé avec un chauffeur. On est amené d'un point A à un point B. Ça se fait super bien. Très bien été. Alors, on voit aussi que les vaches, les chameaux, les animaux sont omniprésents en Inde. Ils sont photogéniques aussi. On voit quand beaucoup d'images qui sortent dans le film où on a beaucoup de ces animaux un peu partout. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'aller dans des parcs aussi, de réserve, des parcs naturels? Est-ce que c'était l'occasion dans ces régions de les visiter? Ouais, bon, au niveau de l'observation d'animaux, pour tout ce qui est de la nature, on n'a pas passé beaucoup de temps dans les réserves animales. Pour voir le côté, au début du film, au début du voyage, c'était plutôt une zone désertique, des régions très arides, le désert, Gézalmer, des forteresses, plus ou moins de végétation. Par contre, à la fin du voyage, j'ai passé 2 semaines au nord, près de l'Himalaya, les Himalayas, dans la région de Rishikesh. Et là, c'est contraire, c'est un autre Inde différent, hein. C'est plus une côté végétation. La Gange est turquoise, c'est vraiment le côté plus nature qu'on va retrouver. Mais j'ai fait une fois une espèce de safari dans une réserve naturelle en Jeep pendant une journée au complet. Puis on n'a pas vu énormément, peut-être c'est la malchance, mais j'ai pas vu énormément d'animaux à part des singes et puis des cerfs. Sinon, on n'a pas vu de tigre ou rien de ça, là, mais c'est
quand même belle expérience. Et vous pouvez décrire peut-être en une phrase simplement l'itinéraire que vous avez fait, puisque c'est une question de Patrick sur le chat, de savoir exactement les régions et les coins que vous avez visités dans le nord de l'Inde. OK. Ben, dans le fond, on est arrivé à Delhi, donc on a passé quelques jours là. Ensuite, on s'est rendu à Jodhpur, la ville bleue. On a fait également Jaisalmer, le temple des rats, Pushkar, Jaipur, Udaipur, le Taj Mahal à Agra, Varanasi, puis après ça, Rishikesh. Donc, dans le fond, on a pris des vols internes, le train, puis la première partie du voyage, on avait le chauffeur là, en tout temps. Très bien. Ben, écoutez, ça nous donne une belle aperçu un petit peu du film qu'on peut retrouver sur cette plateforme filmdevoyage.com, un du Nord, mais il n'y a pas que ça, puisque Yannick et Marie ont réalisé plusieurs des films. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui m'a dit, Joanne Saint-Pierre, un excellent film, un du Nord, dans mes préférés. Donc, vous voyez, suivons les conseils. N'hésitez pas à regarder ce film. Il dure 90 minutes. Vous pouvez le voir pendant 30 jours. Et puis, bien d'autres films aussi sont là qui vous seront proposés ultérieurement. Merci en tout cas à vous deux, Marie et Yannick, pour votre témoignage et en tout cas pour le travail effectué sur cette plateforme. Merci beaucoup, Merci. Didier. C'est un plaisir. Ouais. Voilà. Alors, on va quitter le Québec et on va partir cette fois à la rencontre de Delphine et Quentin, qui sont en Belgique actuellement, mais qui ont une prédilection pour le Canada et en particulier, le Canada et surtout l'Alaska également. Alors, bonsoir Delphine et Quentin. Est-ce que vous pouvez nous présenter le film que vous allez proposer, Vivre autrement, Road to Alaska? Bien sûr, avec grand plaisir. Tout d'abord, bonsoir à tous. Je vais vous partager donc une petite présentation. On va lancer là tout de suite. Est-ce que vous voyez mon écran? Voilà, mais avant, peut-être que tu peux présenter le film et on peut pas lancer la bande-annonce, comme ça donnera peut-être un aperçu si tu veux. Bien sûr. Alors, donc, nous sommes les réalisateurs, Quentin et moi-même, de Vivre autrement Road to Alaska. Donc, c'est un road trip à travers l'Alaska. J'avais un rêve, c'était d'atteindre l'Alaska, chose faite. Et on avait envie, durant cette année au Canada, d'aller à la rencontre des locaux et de vivre avec eux grâce au woofing. Donc, on vous expliquera via la présentation de quoi il s'agit. Et c'est ces rencontres, finalement, qui ont fait notre documentaire. Donc, c'est des rencontres de personnages qui nous ont bouleversés. Et on espère qu'ils vous bouleverseront également. Alors, on va diffuser la petite bande-annonce que vous nous avez préparée pour cette soirée. On va demander à Sébastien de bien vouloir la diffuser et puis on vous retrouve tout de suite après. D'accord? Ne quittez pas et on vous suit tout de suite après. Aujourd'hui, de plus en plus de jeunes n'hésitent pas à tout quitter pour partir en quête de liberté, de nature et de réponse à leurs besoins. L'envie de fuir une société bâtie autour de l'argent et qui ne prend plus en compte notre avenir et celle des futures générations. L'envie de réapprendre à avoir une vie saine. L'envie de vivre autrement. You just look at the quality of the air, the quality of the light that we have. We don't pay anything to the government because we take everything from our land. I enjoy life, so I try to lead a healthy life. The approach that I follow is trying to nurture traditions that respect the land and the animals and the people that live here. You're producing a food that you know you can eat. The wilderness is like walking into your living room. It's where I live. Get out there and experience nature. Why are you stuck doing your 9 to 5 or whatever it is you're stuck doing that you're not happy with? Is that you? We work to live. We don't live to work. Il faut absolument réaliser que la vie, ça se passe maintenant. C'est pas hier, c'est pas demain, c'est maintenant.
You have one life. Enjoy it to the best you can. If you don't like it, you can change it. You have to have something to keep you going. You have to keep doing everything. Go for it. Educate yourself to what you want to do and be the person you want to be. Living small and be happy with what you have. Do something you love. Bonsoir, j'espère que vous avez apprécié la bande-annonce du documentaire Vivre autrement Road to Alaska. Donc Quentin et moi-même, on souhaitait un peu vous raconter notre voyage, donc on va commencer tout de suite. Donc très rapidement, on se présente, donc je m'appelle Delphine, j'ai 34 ans, je travaille actuellement dans une agence de voyage, dans le marketing digital. Je vous rassure, c'est très provisoire. Je suis passionnée par les pays nordiques, j'adore la photo, l'aventure, et je me verrais bien en reconversion guide polaire là. Voilà. Et alors moi c'est Quentin, j'ai 34 ans. J'ai travaillé pendant 10 ans dans la télévision et notre aventure d'un an au Canada m'a donné envie de me lancer dans un nouveau challenge car je suis maintenant en apprentissage pour devenir menuisier, charpentier et donc voilà, j'adore le voyage comme vous tous. Alors, notre projet qui remonte déjà, ça passe vite à 2016-2017. Donc, c'était quoi le projet? Eh bien, on avait envie d'aller rencontrer les gens. On avait envie de s'imprégner de l'atmosphère du Canada et des belles personnes qui y vivent. On avait également envie de bousculer nos habitudes puisqu'on travaillait tous les deux dans des bureaux, devant des écrans d'ordinateur, des journées très métro, boulot, dodo. Donc, on avait envie de bousculer tout ça. Et donc, c'est offert à nous l'opportunité de prendre un PVT Canada. Donc, qu'est-ce qu'un PVT? Rapidement, c'est un permis vacances-travail. Donc, ça nous permet de travailler à l'étranger. Pourquoi également ce projet? Eh bien, j'avais un rêve et vous allez le voir, le documentaire, la réalisation de ces rêves. Et le mien à l'époque, c'était de découvrir l'Alaska. Donc, vous découvrirez si on a pu réaliser ce rêve ou pas dans le film. Et puis, l'objectif était de réaliser un documentaire. Pourquoi ce documentaire? Eh bien, on avait envie de partager cette expérience avec vous. On avait envie d'immortaliser ces aventures. Également, d'avoir un projet commun avec Quentin, voilà, d'avoir un projet qui nous anime, qui nous parle à tous les deux, et puis donner du sens à nos métiers. Ça, c'est le matériel avec lequel nous avons réalisé le documentaire. Donc, vous pouvez le voir, pas grand-chose, hein, un appareil photo, un Canon 70D, un micro-cravate et un trépied. Donc, on ne s'est pas encombré, on a voyagé assez léger. Notre voyage a été un peu structuré parce qu'en fait, on pourrait ne pas le deviner, mais avant ce voyage-là, moi, je n'avais pas beaucoup voyagé et j'étais un peu tétanisée à l'idée de tout quitter, de quitter la famille, de quitter mon travail. Et donc, j'avais dit à Quentin, eh bien, avant de se lancer dans le grand bain, avant de partir au Canada, eh bien, faisons un test en Islande. J'étais tombée amoureuse de ce pays et je lui avais dit, mais partons un mois, tester un peu ce qu'est le woofing. Je vais vous expliquer ce que c'est d'ailleurs le woofing. Et donc, on est parti un mois en Islande. Si l'expérience était concluante, on s'est dit, on va faire ce voyage d'un an au Canada. Et puis, il y avait ce fameux rêve, ce fameux objectif qui était de découvrir l'Alaska. Alors, notre documentaire, eh bien, vous avez pu le voir dans la bande-annonce, ce sont des personnages et ces personnages, nous avons été à leur rencontre via des organismes qui s'appellent WOOF, donc Worldwide Opportunities on Organic Farm. Donc, ce sont des projets organiques dans des fermes organiques. On a également Workaway. Workaway, c'est des projets de tout horizon, divers. Ça peut être travailler dans une ferme, mais également travailler dans un centre de yoga, travailler avec des artistes. Ça peut être tout ce que vous voulez. LPIX, c'est un peu le même concept. Et alors, il faut savoir que c'est partout dans le monde. Et donc, nous avons été accueillis au Canada par toutes des familles merveilleuses grâce à ces organismes-là. Donc, c'est une vraie école de vie. Dans ce documentaire, on ne nous voit pas beaucoup parce que nous, on n'a pas grand-chose d'intéressant à dire. Hein. C'est surtout les personnes que nous avons rencontrées. En fait, comment ça se passe? Eh bien, on travaille 4-5 heures
par jour, 5 jours par semaine. Donc, on rend service à nos hôtes. C'est du travail à la ferme, c'est du travail à l'extérieur. On partage également des moments de vie avec eux. On a eu des expériences tellement incroyables qu'on a créé des liens très, très forts avec ces personnes-là. On avait l'impression de faire partie de leur famille. Et je ne sais pas si c'est les Canadiens qui sont super sympas ou si c'est le woofing qui permet de vivre des expériences vraiment assez intenses avec les gens. Mais en tout cas, au Canada, ça a été le cas. Donc, on partageait tout avec eux, leurs moments en famille, les moments de convivialité. Donc, c'était vraiment assez intense. Et puis, le woofing, c'est surtout une école de vie. C'est un endroit où on va apprendre des choses. Donc, vous voyez une petite photo où je suis occupée à traire une chèvre. Ça a été ça aussi, le documentaire, ce voyage. C'était apprendre à faire des choses de ses mains. Que ce soit faire du pain, faire du fromage, apprendre à tricoter. Enfin, ça a été beaucoup d'apprentissage et beaucoup de découvertes. Revenons dans le vif du sujet. Donc, on est au début du documentaire. Eh bien, on fait ce test en Islande. Et alors, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais ce test en Islande a été assez incroyable. Déjà, rien que l'arrivée, on a mis combien d'heures à arriver? Peut-être 15 heures. Et voilà, donc quelques photos, on arrive dans notre famille, dans une famille avec 5 enfants, avec le grand-père, la maman, le papa. On se retrouve dans les fjords de l'Est, en Islande. Donc voilà, c'était une expérience magique. On est parti en plein hiver. Voilà, donc on voit Quentin traire une vache. Donc on se levait à 5 heures du matin pour aller traire les vaches. Moi, je m'occupais des enfants, sacré challenge. Puis, on a eu l'occasion de partir à la pêche avec eux. On avait aussi l'occasion de beaucoup être avec les enfants. Donc, c'était vraiment génial. Ça, j'aime bien l'expliquer. C'est vrai que je suis tombée aussi amoureuse de l'Islande. Et voilà, les premières fois où je suis partie, moi, je payais des tours opérateurs pour aller voir les aurores boréales. Et d'ailleurs, c'était super parce qu'on rencontre des personnes qui sont vraiment passionnées. Mais je voulais montrer cette photo pour dire que plusieurs fois, sur le mois où on était en Islande, eh bien, il suffisait de sortir de la ferme pour voir les aurores boréales danser au-dessus de nos têtes. Donc, c'était vraiment magique. Alors ça, c'est aussi quelque chose qu'on explique dans le documentaire. Cette famille en Islande, elle est très, très inspirante. Pourquoi? Notamment parce qu'ils produisent leur propre électricité, donc d'où le vivre autrement. Donc, ils prennent l'énergie de la cascade qui se trouve derrière la maison et avec cette énergie, ils créent de l'électricité. Et ils ont tellement d'électricité qu'ils revendent le surplus au gouvernement. Donc, voilà le vivre autrement en Islande. Le vivre autrement pour nous, on a partagé aussi avec notre famille islandaise une fête qui s'appelait Porablot. Donc c'était le 13 février 2016, comme vous pouvez le voir. Et on n'était qu'avec des Islandais. Donc on a mangé de la nourriture très locale. On a mangé quoi? C'était du requin, de la baleine et des couilles de mouton. Voilà. Donc, et c'était magique de vivre ça avec eux. Donc voilà. Donc, comme vous avez pu le deviner, l'expérience en Islande a été juste incroyable. On s'est quittés, mais vraiment, on était très, très émus par cette famille. Et donc, l'expérience a été tellement magique, très fatigante, mais magique, qu'on s'est dit, voilà, on part pour le Canada. Et donc, on était partis sac à dos 1 an direction les contrées du Nord. Et ça, c'est un peu la carte. Elle est pas complète, d'ailleurs, il en manque une, de toutes les personnes, de tous les woofings que nous avons fait au Canada. Vous voyez, tant à l'ouest qu'à l'est. Donc, on a un peu sillonné tout le Canada pour aller à la rencontre de toutes les personnes qui nous ont inspirés. Quand on parle de ces personnes, inévitablement, il fallait que je vous partage une photo. Donc ça, ce sont toutes les personnes que vous pouvez découvrir dans le documentaire. Je ne vais pas vous en dire plus, sinon ça va être trop long. Mais ce sont des personnes très charismatiques, avec des parcours de vie atypiques, avec beaucoup de sagesse. Et voilà, moi j'en parle toujours avec beaucoup d'émotion. C'est toujours un plaisir de les réécouter à travers le documentaire parce que ce sont des personnages formidables. Alors, très, très, très rapidement, dans le documentaire, on aborde certaines thématiques. Donc, c'est le vivre autrement, c'est changer de mode de vie, puisqu'il y a des personnes qui ont tout quitté pour vivre leur vie de rêve. Et nos personnages ont partagé quelques phrases que vous retrouvez dans le documentaire, notamment « Malgré les difficultés, le soleil se lève toujours le lendemain et se couche toujours ».
Ou encore, vous n'avez qu'une vie, profitez-en du mieux que vous pouvez. Si vous ne l'aimez pas, vous pouvez la changer. Ou alors, nous travaillons pour vivre, nous ne vivons pas pour travailler. Donc voilà un peu des messages qu'on peut retrouver dans notre documentaire qui vous donnent un peu une idée de ce que nous avons voulu faire. Encore quelques photos. Donc ça, ce sont les lieux de woofing où on était. Donc vous pouvez voir qu'on était pas mal logés, hein, caravane avec notre piscine. Voilà, il y a des endroits où on était vraiment accueillis comme des rois et ça dépassait tout ce qu'on pouvait imaginer. Voilà, donc vous avez tant l'Alaska que le Yukon, que ici le Québec. Donc il y a un peu différentes atmosphères. Ici, vous pouvez nous voir en woofing, Quentin et moi, donc occupés à travailler. Enfin, travailler, c'est comme bien fatigant, mais c'était tellement incroyable qu'on n'avait pas l'impression de travailler, tellement la vie au grand air était incroyable, ressourçante. Voilà, c'est ça. En fait, le woofing, c'est aussi, vous pourrez le voir dans le documentaire, on a des témoignages qui sont parfois prenants, où nos hôtes se livrent à nous, sont parfois très, très émus. C'est parce qu'en fait, c'était absolument pas calculé, mais ces témoignages, on les recueillait toujours avant de partir, genre 1 heure avant de partir vers un autre woofing. Et donc, on a pu créer des liens extrêmement forts avec toutes ces personnes qui sont devenues des amis, des personnes qu'on voit toujours, hein, il y en a toujours ici, l'image en bas à droite, c'est Andrea, c'est un woofer qui est italien, qui vient en Écosse, donc on a été le voir en Écosse, il est venu 2 fois en Belgique, donc le woofing permet de créer vraiment des liens qui sont pas, c'est pas temporaire, quoi. Ça devient vraiment des amis et des gens qui vous marquent à vie. Donc, on est pour la plupart toujours en contact avec nos familles canadiennes, nos familles d'accueil. Alors ça, je pourrais en parler longtemps aussi, mais vous pourrez découvrir les images dans le documentaire. Et puis lors des conférences, on explique un peu la péripétie de l'Alaska parce qu'on a bien failli ne jamais y mettre les pieds, mais je ne vais pas l'aborder ici parce que ça serait trop long. Mais je vais vous partager quelques images de l'Alaska. Bon, il y a un peu le Yellowstone aussi avec les bisons, mais on a des belles images de l'Alaska que vous pouvez également découvrir dans le documentaire. Hein. En fait, il n'y avait pas besoin de partir avec du matériel haut de gamme. Le Canada, l'Alaska, ce sont tellement des pays qui nous ont marqués à tout point de vue, tant par la beauté des paysages que par l'accueil, que les images, ici les photos parlent d'elles-mêmes, c'est magnifique. Voilà. Et puis le documentaire, on l'a réalisé, moi et Quentin, sans budget. Et donc, on l'a réalisé avec des amis. En rentrant en Belgique, on avait plein d'images. On ne savait pas quoi en faire. On a été voir des producteurs, mais ça n'a pas matché parce qu'ils ne croyaient pas trop en un documentaire. Ils ne voulaient pas qu'on se trouve dans le documentaire, mais mettre des acteurs. Ou ils voulaient qu'on fasse des capsules vidéo et pas un documentaire d'1 heure. Et donc, finalement, on a décidé de le faire avec des amis. Et ça a été aussi une sacrée aventure. On a mis 1 an à le monter. Quentin a travaillé comme un fou, d'ailleurs. Et puis, il nous manquait quelques séquences qu'on a tournées dans nos belles Ardennes belges, parce qu'en Belgique, il y a des beaux coins aussi. C'est pas le Canada, mais il y a des coins assez sympas. Et donc, on a tourné quelques séquences en Belgique où vous allez le découvrir dans le documentaire. Je ne vais pas en dire plus. C'est un documentaire qu'on a eu la chance aussi de partager en Belgique, en France, grâce à Didier, grâce à ABM. C'est des expériences extraordinaires. Donc là, d'ailleurs, je vois qu'il y a même une photo d'une de nos projections. C'était à Paris. Oui, c'était à Paris, c'est ça. Donc très, 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 très chouette, des belles rencontres. Alors, un dernier point qu'aborde le documentaire et qu'on a posé à nos hôtes à chaque fois, c'est « Et vous ? Quel est votre rêve? Quel est votre rêve dans la vie? Qu'est-ce que vous avez envie? Qu'est-ce qui vous turlupine? Qu'est-ce qui vous anime? » Et donc, ce sont des questions qu'on a posées à chacune de nos projections. Et les personnes qui ont vu notre documentaire, mettaient sur un bout de papier leurs rêves les plus fous. Et nous, on a recueilli, je crois qu'à la maison, on a bien 2000 bouts de papier avec les rêves des personnes, et j'espère peut-être en faire un livre un jour, ou je ne sais pas encore. Mais en tout cas, voici quelques rêves qui ont été partagés. Donc, ça peut être apprendre à vivre le moment présent, monter une école alternative et faire un film sur l'amour qui ouvre les cœurs. Ça peut être peindre, chanter, écrire, composer, que mes enfants soient de belles personnes et surtout qu'ils soient heureux.
Donc, vous l'aurez compris, c'est un documentaire qui parle de la réalisation de ses rêves, qui parle de reconversion. Ça parle un peu de thématiques, je pense, qui nous questionnent peut-être tous à un moment de nos vies. En tout cas, nous, ça nous a fort parlé. On avait envie de partager ça dans le documentaire. Je pense que voilà, on a assez parlé. Donc, merci de nous avoir écoutés. Je redonne la parole à Didier. Voilà, bah merci en tout cas. Tu peux arrêter de partager ton écran, comme ça on le verra. Voilà, parfait. Alors justement, vivre autrement maintenant, avec tout ce qui se passe autour depuis un an, et je pense que votre film prend plus de relief par rapport à toutes nos expériences. Et moi, je voulais savoir si, au fond de vous, vous pensez que votre film a pu aussi aider des gens à partir ou à peut-être redéfinir leur projet de vie. Est-ce que le film aussi peut être un bouleversement pour certaines personnes qui se disent « Ah, si j'avais su » ou si, grâce à ce film, j'ai eu envie aussi, moi, de changer de vie et j'ai bien fait. Est-ce que vous avez des retours de ces gens-là? J'espère en tout cas que c'est le cas, mais c'est vrai que lors de nos projections, on a fait de très très belles rencontres avec des personnes parfois qui étaient en pleurs et qui nous disaient votre documentaire m'a donné l'énergie ou en tout cas m'a donné des pistes pour peut-être voyager, pour peut-être réaliser mes rêves. Donc, et c'est vrai que parfois, il y a quelques mois, on a eu une dame avec qui on avait été en contact qui m'a écrit, qui m'a dit, ben voilà, là avec le Covid, malheureusement, ça va pas être possible, mais en tout cas, vous m'avez donné l'envie de quitter mon job et d'aller voyager. Donc, dès que ça sera possible, c'est son projet. Donc, il y a eu quelques personnes, oui, qui nous ont dit que ça les avait en tout cas confortés dans leur envie d'expérimenter autre chose. Je ne sais pas si tu as envie de rajouter quelque chose, Quentin. Non, mais voilà. Alors Philippe, démute ton micro parce que oui. Voilà. Et donc du coup, à votre retour de voyage, comment vous avez pris sur vous pour le vivre autrement dans votre vie personnelle? Est-ce que vous avez changé quelque chose, la façon de voir les choses, le comportement, ou parti sur un autre projet de vie? Et quel est votre rêve finalement à vous? Vous avez posé cette question-là à beaucoup de personnes, mais le vôtre. On a d'abord eu envie de replanifier un nouveau voyage. Mais on s'est dit qu'on allait d'abord peut-être un peu se poser. Et puis, on a décidé de quitter la ville et de partir déjà à la campagne pour avoir notre jardin, notre potager, essayer d'un peu refaire tout ce qu'on avait appris durant le voyage, que ce soit donner plus de temps pour la musique, pour la cuisine, de promenade en extérieur. Et puis voilà, on s'est un peu questionné sur le travail qu'on faisait. Moi, j'ai décidé de mettre un peu l'audiovisuel entre parenthèses, ou du moins le garder par passion. Donc, par exemple, en faisant ce documentaire, et ici, je suis en train d'en réaliser un nouveau. Et donc, je deviens là maintenant menuisier, charpentier, et voilà. Et toi? Donc oui, donc on a quitté la ville. Là, on est occupé à construire un poulailler. Donc c'est des petites choses comme ça. Et moi, c'est ce que je dis parfois aussi en conférence, c'est que Quentin, lui, a super réussi sa reconversion et est super épanoui dans son boulot. Et moi, j'ai un peu plus compliqué, quoi. Mais je suis dans un vrai cheminement pour le moment où je me vois bien guide polaire. J'ai envie d'être dehors, j'ai envie d'être tout le temps dans la nature. Donc, j'essaye de regarder. Je sais qu'il y a des très belles formations au Québec. Pourquoi pas faire une formation, pour changer de boulot, parce que je veux plus travailler devant un écran d'ordinateur. Donc, voilà, je pense qu'on essaye de changer. C'est vrai qu'on mange beaucoup plus local, on fait vraiment attention à ce qu'on mange, qu'effectivement, toutes nos expériences de woofing ont eu un impact sur nos vies au quotidien. Mais je pense que la plus belle réussite, c'est Quentin avec sa reconversion 360 qu'il fallait oser. Moi, je suis très fière de lui. Donc, voilà. Alors, pour finir, pour une note optimiste, on voit que la rencontre avec les gens est très importante pour vous. Est-ce que vous pensez que l'humanité a encore de belles choses à vivre tous ensemble? Est-ce qu'on fait un seul monde? Et est-ce que, effectivement, c'est ce qu'on doit chercher et privilégier dans notre vie de tous les jours? Je dirais plus que jamais les rencontres qu'on a pu faire, on réalise pas à quel point les gens peuvent avoir le cœur sur la main, à quel point les gens sont généreux, à quel point nous, on pensait que seulement dans notre propre famille, on pouvait arriver à créer des liens comme ça, et ces gens-là nous ont accueillis, mais comme si on était leurs enfants. Et c'est des liens, mais
c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est magnifique de vivre ça, c'est des liens où on est dans le partage tout le temps, on n'est absolument pas dans le jugement, enfin, donc je pense que oui, évidemment, il faut aller vers les autres, il faut être curieux, il y a rien de plus beau dans la vie, je pense, et avec la crise qu'on vit actuellement, je pense qu'on est d'autant plus près et c'est encore plus fort cette envie de découvrir l'autre. Eh bien, en tout cas, il ne nous reste plus qu'à découvrir le film Vivre autrement, Road to Alaska sur la plateforme filmdevoyage.com. Vous pouvez le télécharger, le voir pendant les 30 prochains jours, profitez-en. C'est aussi un très très beau film qui vous inspirera et franchement, vous ne regretterez pas votre petit investissement parce que ça vous donne du baume au cœur. Merci à vous deux, Delphine et Quentin, pour cette présentation. On va partir cette fois avec un autre couple qui voyage, mais cette fois, ils partent à vélo. On va rejoindre Maëlle et Pierrick, Maëlle Poncet, qui va nous présenter rapidement ces deux films qui sont Bomberos et Afrique Artemisia. Est-ce que Maëlle, tu es avec nous? Oui. Voilà, et ben bonsoir Maëlle. Merci de nous rejoindre. Alors justement, je vais te laisser nous présenter en 2 minutes le pourquoi du voyage à vélo et après on lancera les 2 bandes annonces et après on viendra vers toi pour ta petite présentation. Très bien. Alors bonjour à tous, c'est un plaisir d'être parmi vous ce soir et de pouvoir exposer nos 2 films, donc Bomberos, l'Amérique du Sud à vélo et Afrique Artemisia. Donc, avant tout, peut-être pour se présenter rapidement. Donc, qui nous sommes? Nous sommes un jeune couple, nous avons 30 ans. Nous sommes amoureux des grands espaces, de la nature et des sports en plein air. Nous sommes également tous les 2 sapeurs-pompiers volontaires, donc dans le département des Bouches-du-Rhône. Pierrick, lui, est en 6e année de médecine. Il est étudiant en médecine. Et moi, de mon côté, je suis animatrice environnement et je travaille dans une école alternative. C'est l'école de la nature, donc une école qui a lieu en plein air. Voilà pour la petite présentation. Et depuis 2016, donc en 2016, nous avons décidé de partir en Amérique du Sud à vélo. J'en parlerai un peu plus tard par la suite. Et c'était une réelle découverte, le voyage à vélo. Et depuis, c'est vrai qu'on a réalisé d'autres projets, d'autres voyages à vélo. Parce que le vélo, c'est un moyen formidable de voyager. C'est un moyen écologique. C'est un très beau vecteur de rencontre. Et donc, depuis, on est tombé amoureux de ce mode de voyage. Et ben justement, c'est ce qu'on va voir avec tout de suite ces 2 bandes annonces. Vous aurez 2 bandes annonces, une petite intermède de quelques secondes. Alors, on va passer par Afrique Artemisia et Bomberos. Et on va donc voir ces images de Maëlle et Pierrick qui nous proposent cette évasion dans l'Amérique du Sud et puis en Afrique. Voilà, est-ce qu'on peut lancer les bandes annonces qui va partir directement? Depuis qu'on est rentré, souvent les gens nous posent la question de ce qui a changé en nous. On aimerait bien voyager avec notre passion, quoi. Voyager en ayant un but. Tous les 2, on est pompiers volontaires et on s'est dit que ça pourrait être génial de découvrir en fait les systèmes de secours à l'étranger et de partager avec les pompiers locaux parce que finalement les pompiers c'est entre guillemets un peu comme une grande famille.
voluntarios, no recibimos ningún pago y siempre el motivo de ayudar sin recibir nada a cambio ha sido lo que nos llena para poder ayudar, ¿no? Tengo más ropa acá que en la casa. ¿Cuál es mi sueño? Conocer amigos, conocer gente, que es lo más lindo de la vida. Voilà, Maël, c'est à toi maintenant. Tu peux nous présenter ces images. Et tu peux présenter Pierrick et puis votre petite fille. Bienvenue à vous trois. Oui, donc bonjour tout le monde. Donc, Pierrick garde notre fille, Anaé, parce que depuis ce beau périple de 2016, il s'est passé beaucoup de choses. Et donc, on a eu une petite fille, Anaé, qui nous a rejoint au mois de novembre. Donc voilà, moi, je vais être avec vous ce soir devant l'écran. Et Pierrick, de son côté, va s'occuper de notre louloute. Voilà, donc je vous laisse discuter. Donc le teaser que vous venez de voir, donc Bomberos, l'Amérique du Sud à vélo, c'est donc un projet sportif et solidaire. Ce projet, il a été réalisé donc en 2016. En fait, on s'est donné le défi de traverser l'Amérique du Sud à vélo. Donc nous sommes partis d'Ushuaia, qui est vraiment au sud de la Patagonie, donc de l'Argentine, donc Ushuaia qui est en Argentine, et nous sommes remontés en vélo jusqu'à Carthagène, qui est en Colombie. Nous avons donc traversé les pays de l'Argentine, du Chili, de la Bolivie, donc le Pérou, et nous avons fini en Colombie. C'était pour nous un premier voyage à vélo. En fait, moi, je venais de finir mon école. J'avais eu une expérience professionnelle pour pouvoir mettre un petit peu d'argent de côté. Et en fait, j'avais ce projet de me dire, j'ai vraiment très envie de partir voyager, de partir découvrir le monde, mais j'avais pas envie d'un espèce de tour du monde. J'avais vraiment envie de prendre le temps et d'être libre. Et au final, en réfléchissant, on s'est dit, le vélo, c'est un moyen extraordinaire d'allier tout ça. Et donc, tous les deux étant sapeurs-pompiers volontaires, on s'est dit, ça pourrait être génial de voyager avec notre passion, donc d'aller finalement à la rencontre des pompiers sud-américains. C'est pour ça que nous avons relié les différentes casernes de pompiers, pas toutes, mais nous sommes arrêtés dans plus de 30 casernes de pompiers et nous avons créé un partenariat avec une association, une ONG de solidarité internationale qui s'appelle Pompiers sans frontières, pour laquelle du coup j'ai réalisé un service civique et ensuite j'ai travaillé quelques temps. Et donc grâce à ce partenariat avec cette association, nous avons tissé des liens avec les locaux et avec les pompiers sud-américains qui nous ont accueillis dans leur caserne et pour lesquels nous avons réalisé des projets de solidarité. J'en dis pas plus parce que finalement, vous voyez quelques images dans la bande-annonce et puis dans le film, on explique ces projets de solidarité qui visent à aider les pompiers sud-américains particulièrement avec de l'envoi de matériel, de la formation. Et donc, à travers ce voyage à vélo, nous avons, comme je vous l'ai dit, traversé ces différents pays qui ont tous des paysages clairement incroyables, et, extraordinaires et même un peu hors du commun, car nous avons traversé donc les Andes. Nous sommes restés plusieurs mois sur l'altiplano, donc à 3000, voire parfois 4000 mètres d'altitude, ce qui a été une vraie épreuve physique et morale aussi. Nous avons traversé les déserts de sel. Vous allez les voir passer en photo. Donc les salars, ce qu'on appelle des salars, donc le salar du sourire, de Coipassa, d'Uyuni, il y en a certains noms vous parleront peut-être. Donc du coup, c'est tout simplement des paysages qui sont hors du commun et qui sont magiques. Et puis surtout, à travers ce voyage, nous avons rencontrer les locaux, les Sud-Américains dans les casernes, mais aussi des rencontres fabuleuses qui se font au rythme du voyage.
que, comme je vous disais, le voyage à vélo, c'est pour nous un vecteur de rencontre qui est assez incroyable. Et donc, nous nous sommes retrouvés sur les marchés à vendre des fruits et légumes, immergés dans une ferme pendant plus de 3 semaines, à apprendre à vivre à la chilienne dans une campagne avec l'élevage de moutons, avec les poulaillers, le potager à gérer, etc. Et puis surtout, nous avons eu à cette occasion-là pu apprendre l'espagnol, parce que quand nous sommes partis, nous ne parlions pas espagnol. Moi, je l'avais étudié, on va dire, lorsque j'étais au lycée. Et donc, du coup, mes souvenirs étaient un peu loin et étaient surtout pas très joyeux. Et donc, Pierrick, lui, il avait appris l'allemand. Donc, ça a été pour nous un vrai apprentissage d'apprendre la langue. Au début des 8 mois, nous ne parlions absolument pas, ou alors moi, quelques mots d'espagnol. Et à la fin des 8 mois, c'était pour nous très facile de pouvoir communiquer. Et c'est pour ça qu'en Amérique du Sud, il y a vraiment cette belle, finalement, cette chose qui est assez sympa, c'est de parler espagnol au début du voyage. Donc en Argentine, de traverser tous les pays et de parler la même langue en arrivant jusqu'en Colombie, ce qui en tout cas était pratique pour nous pour pouvoir partager avec les locaux. On a eu un peu de mal avec les différents accents, mais finalement on a eu accès à de très beaux partages. Donc voilà, en tout cas pour l'Amérique du Sud à vélo, je peux répondre à quelques questions, en tout cas s'il y en a. Alors, effectivement, l'Amérique du Sud à vélo, c'est un grand parcours hein, quand on part aussi longtemps. Alors, ce que vous disiez, c'est que vous n'étiez pas non plus des spécialistes du voyage à vélo. Est-ce que quand on prend et on monte ces cols, ces sommets et tout ça, on ne regrette pas finalement d'avoir pris le vélo parce qu'on se dit finalement peut-être qu'avec un petit moteur, ça serait plus facile. Effectivement, les premières semaines ont été très dures parce qu'il a fallu vraiment s'habituer à être à être 8 heures par jour sur un vélo. Donc s'habituer au niveau de la position, on avait vraiment des douleurs un petit peu de partout. S'habituer à avoir un aussi grand chargement et pour un premier voyage à vélo, on avait apporté beaucoup trop d'affaires. Donc là, normalement, vous voyez peut-être une photo et on est très, très chargé. Et lors de nos prochains voyages, autant vous dire que moi, j'avais que 2 sacoches arrière. Pierrick avait quand même les 4 sacoches, mais on était beaucoup plus léger parce qu'on s'est rendu compte que plus on avait de matériel, plus on était lourd, plus on était lent, plus on était fatigué. Donc maintenant, on part vraiment en mode minimaliste et en fait, on se rend compte que dans ces cas-là, on a besoin de pas grand-chose. Alors justement, est-ce que tu peux nous présenter peut-être le voyage en Afrique, l'Afrique Artemisia? Oui. Alors, est-ce que vous voulez commencer par la bande-annonce? Non, on l'a diffusé déjà, la bande-annonce. Oui, on l'a déjà diffusé. De Afrique Artemisia? Oui, oui. D'accord. Alors, Afrique Artemisia, c'est un projet que nous avons réalisé en 2019. Donc, nous sommes repartis à vélo, cette fois du côté de l'Afrique. En fait, Pierrick a eu l'opportunité de réaliser un stage au Rwanda, dans l'hôpital de Kigali, au Rwanda. Donc, nous sommes restés pendant plusieurs semaines à Kigali avant d'enfourcher nos vélos pour réaliser une boucle en Afrique. Moi, pendant ce temps où Pierrick était investi à l'hôpital, moi, j'ai travaillé pour une association pour des orphelins, pour aider des orphelins. Et donc, nous sommes partis pour une boucle de 3000 km. Donc, nous sommes partis du Rwanda, nous avons traversé le Burundi, la Tanzanie, le Kenya, et nous sommes retournés, Rwanda, Tanzanie, Kenya. Nous avons fait un petit crochet au Kenya, Burundi, et nous sommes revenus au Rwanda. Donc, voilà, c'était une boucle que nous avons fait sur 2 mois et demi, 3 mois. Et nous sommes partis à la découverte d'une plante ancestrale qui s'appelle l'Artemisia annua. Cette plante, elle a des vertus thérapeutiques contre le paludisme. Donc, le paludisme, c'est une maladie qui touche plus de 200 millions de personnes par an et qui en tue plus de 500 000, dont 90% des décès sont en Afrique et sont des enfants. Donc, nous sommes partis à la découverte de cette plante qui commence à être développée en Afrique grâce à des structures qui s'appellent des maisons de l'Artemisia. Dans ces maisons de l'Artemisia, l'objectif, c'est de cultiver cette plante, l'Artemisia, ensuite de la transformer et ensuite de la vendre et de la diffuser le plus largement possible aux populations. C'est une plante qui se boit en tisane et le fait de boire cette tisane permet de prévenir et surtout donc, de guérir la maladie du paludisme. Donc, à travers ce périple à vélo, l'objectif, c'était vraiment d'aller à la rencontre des acteurs, donc des hommes et des femmes qui cultivaient la plante, mais aussi et surtout des guéris
qui nous ont témoigné. Donc là, normalement, vous allez voir une petite mosaïque de personnes. Nous avons rencontré beaucoup de personnes, des enfants, des femmes, des hommes, des vieillards qui nous ont témoigné de leur guérison suite à la découverte de cette plante, l'Artemisia annua. Et puis, avant de partir, nous avions créé un partenariat en fait avec une association qui s'appelle Les Maisons de l'Artemisia, qui est une ONG française qui aide le développement de l'Artemisia en Afrique. Et grâce à cette ONG, nous avions les contacts sur place. Donc, nous sommes allés directement dans ces maisons de l'Artemisia qui étaient au courant de notre venue pour pouvoir un petit peu découvrir le principe. Et donc, à vélo, l'Afrique, c'est clairement une aventure extraordinaire. Très difficile, mais à la fois incroyable, car lorsqu'on a pédalé au Rwanda et au Burundi, en fait, on s'est retrouvé dans des paysages verdoyants, vraiment avec des mangues, des bananes à profusion, un peu de pluie, etc. Et puis, arrivé en Tanzanie, on est arrivé sur des paysages désertiques. En plus, on y était en Tanzanie pendant la saison sèche, donc vraiment des paysages désertiques, très peu d'eau, et puis donc du coup des conditions à vélo pas évidentes, même parfois très difficiles, parce que du coup, on a parfois manqué d'eau. Les bivouacs, contrairement à l'Amérique du Sud, où on avait des lacs et donc l'eau des glaciers qui arrivait dans les rivières, qui était très pure, qu'on pouvait boire comme ça. Là, on s'est retrouvé à devoir faire des réserves d'eau. En plus, l'eau, c'était pas évident de les trouver dans les petits villages, parce que souvent, les villageois, ils allaient une fois par semaine ou une fois par jour au puits du village pour puiser l'eau. Donc, du coup, forcément, qui n'est pas potable. Donc, c'était vraiment un gros défi pour nous de trouver de l'eau. Et on s'est rendu aussi donc, dans la partie du Kenya, dans une communauté Maasai, pour vivre un petit peu avec cette communauté. Une communauté a découvert l'Artemisia, les vertus de cette plante. Et donc on commençait, en tout cas, on a été accueillis dans la famille de Kwatamet. Donc cette famille a commencé la culture de l'Artemisia au fond de son jardin, l'a testé sur lui-même, sur ses enfants, sur sa famille. Et donc ça a sauvé son petit bout qui a juste en dessous de lui, là sur la photo. Ça l'a sauvé en fait d'une grosse crise de paludisme. Parce que du coup, cette famille habite donc très loin des hôpitaux. Il leur faut 2 heures de marche pour arriver à la ville et pour arriver au dispensaire, donc sans parler d'hôpital. Donc, lorsqu'il y a des crises de paludisme, des fièvres, etc., c'est parfois pas évident de retrouver la ville, la pharmacie, les médicaments, enfin, ce que nous, on connaît et qui est très facilement accessible dans notre quotidien, mais pas du tout en Afrique. Donc, c'est d'autres problématiques. Et donc, à travers ce film, voilà, on vous présente le voyage à vélo en Afrique, en tout cas ce qu'on a ressenti, ce qu'on a découvert, les incroyables paysages que l'on a traversés. Et surtout, donc, on donne la parole aux acteurs de ce monde, donc en tout cas aux acteurs là, des personnes qui sont engagées dans le développement de l'Artemisia. Voilà, donc je suis disponible si vous avez quelques questions. En tout cas, on voit bien dans les films, à chaque fois, on s'intéresse un petit peu à la vie et puis au développement local. Est-ce que depuis depuis que vous avez partagé ce film à travers des festivals et puis des conférences, est-ce que vous avez eu un écho favorable au niveau de l'Artemisia? Est-ce que vous pensez qu'en Afrique, effectivement, ils en sont conscients et qu'ils essayent vraiment d'étendre cette plante? Alors, oui, effectivement, l'Artemisia a clairement un avenir radieux en Afrique parce que, pour le coup, pour les Africains, ce serait vraiment une solution qui serait durable et qui serait efficace, en fait, dans la lutte du paludisme. Il y a tellement de personnes qui sont touchées et nous, on s'est rendu dans un dispensaire pour se rendre compte de la réalité du terrain. Et comme vous le verrez dans le film, si vous voulez le visionner, dans un tout petit dispensaire, en fait, il y avait plus de 200 personnes en une semaine qui étaient venues au dispensaire et qui étaient touchées de la maladie du paludisme. Donc, c'est vraiment une réalité sur place et donc aussi la vraie nécessité d'avoir un traitement efficace parce que les médicaments, il y en a en Afrique, ils sont payants. On n'a pas le même système de santé que chez nous. Et puis, il y a aussi beaucoup de contrefaçons. Et comme je vous expliquais à travers la communauté Maasai, c'est pas forcément évident et accessible. Donc, effectivement, l'avenir de l'Artemisia est radieux en Afrique. Est-ce que on va passer la parole à Philippe. Est-ce que tu peux arrêter simplement ton partage d'écran, s'il te plaît, Maëlle, qu'on puisse. Philippe, toi qui es spécialiste du voyage à vélo en Afrique, je suis sûr que tu as une bonne question pour Maëlle.
Oui, non, mais peut-être au-delà de juste le voyage à vélo, c'est que c'est un peu comme la question que tout à l'heure en Inde, c'est que effectivement, l'Afrique n'est pas toujours la première destination qu'on pense faire quand on part à vélo. Comment vous avez vu les difficultés ou peut-être ce qu'on appelle souvent l'ascenseur émotionnel en Afrique, c'est-à-dire beaucoup d'un accueil extrêmement chaleureux et parfois peut-être un contact un peu plus difficile. Est-ce que vous avez ressenti cet ascenseur émotionnel là pendant votre voyage, encore plus si vous parlez de l'Artemisia? Oui, effectivement, c'est vrai que c'est très bien dit, l'ascenseur émotionnel, parce qu'on a à la fois fait des très belles rencontres avec beaucoup de personnes, mais à la fois des rencontres intéressées avec parfois, nous, le fait qu'on soit noir ou blanc, bah, on ne voulait pas du tout le marquer, en fait, cette différence de couleur de peau, mais malheureusement, elle est réelle. Et donc, du coup, parfois, on suscitait vraiment juste un intérêt financier en se disant, voilà, vous avez des beaux vélos. Et ce qui est vrai, nous, on est en vélo, on a la chance de voyager. Eux, ils sont dans les champs en train de cultiver. Bah oui, finalement, il y a une différence qui est notable. Et donc, c'était pas évident parce que du coup, nous qui adorons vraiment l'authenticité des rencontres, c'était pas forcément évident. Des fois, on attendait quelque chose en retour. Et donc, voilà, c'était parfois des rencontres et une réalité. Finalement, voilà, ce qui est une réalité, c'était un peu difficile de la vivre. Et la deuxième question, ce serait plutôt sur l'Artemisia depuis votre retour en France et puis la création de ce film-là. Comment vous voulez faire connaître cette plante-là, alors pour la cause en Afrique également, mais peut-être pour d'autres continents ou la faire connaître aussi en France? Comment vous relayez en fait cette expérience-là? C'est ce que vous avez vécu sur le terrain. Alors effectivement, nous, c'est ce qu'on aime bien, c'est réaliser des films à la fois où on parle de notre voyage, finalement comme Bomberos, où on parle du voyage à vélo, mais également des pompiers sud-américains. Ils ont fait découvrir le métier de pompier en Amérique du Sud, qui est quand même très différent de chez nous en France. Et donc là, en Afrique, l'idée, c'était ça aussi, c'était de voyager à vélo, mais également d'avoir cette finalement, c'est une problématique, cette problématique de l'Artemisia qui pour nous, à notre sens, est importante d'en parler, de montrer que des plantes peuvent soigner et surtout que des plantes peuvent soigner des maladies qui sont mortelles et des maladies aujourd'hui qui en Afrique touchent, comme je vous le disais, il y a 500 000 personnes qui en meurent. Donc, c'était voilà, de montrer que c'était possible et un petit peu dans le film, essayer de soulever d'autres problématiques comme des fois des labos pharmaceutiques ou qui peuvent entraver en fait le développement de ces plantes ou simplement le fait d'avoir absolument besoin d'avoir des études qui le prouvent, etc. Nous, on s'est vraiment dit, on est neutre, on part en Afrique et on va rencontrer ces personnes qui en fait nous témoignent qui sont guéries du paludisme et on va le montrer à l'écran. On va montrer en fait que oui, mais c'est comme dans la vie, si parfois on a une vision et en fait on a la vision contraire, pourquoi pas partir en quête de vérité. Donc nous on a pris nos vélos et on s'est dit on va rencontrer ces personnes-là, on les filme et après on le montre aux téléspectateurs qui veulent bien visionner le film et on le diffuse le plus largement. Voilà, et en tout cas merci Maëlle pour ces témoignages. Et justement c'est l'occasion de regarder Bomberos et puis Afrique Artemisia sur la plateforme filmdevoyage.com. Vous pouvez aussi la sélectionner, la regarder. 30 jours de visionnage, vous verrez un très très beau partage de cette aventure à vélo en Amérique du Sud et en Afrique avec Maëlle et Pierrick qui vous permettra aussi d'aller à la rencontre des habitants. Merci Maëlle pour ce témoignage. On va cette fois continuer notre périple puisqu'on va partir avec Noria, Coralie et Fabien qui ont parcouru 35 000 km, non pas à vélo, non pas à pied, mais en 2 chevaux, voyez-vous, en 2 chevaux. Et ils ont eu l'occasion aussi de voyager donc de Paris au Laos. On va recevoir Fabien qui est avec nous ce soir. Bonsoir Fabien, est-ce que tu nous reçois? Bonsoir à tous et merci d'avoir proposé cette soirée et merci aux spectateurs aussi. Voilà. Et est-ce que avant de visionner cette bande-annonce, est-ce que tu peux nous présenter le contexte de ce voyage? Pourquoi 35 000 km? Pourquoi en 2 chevaux? Oui, alors par où commencer? En fait, nous, avec Coralie, depuis déjà très longtemps avant ce voyage,
on avait pas mal bougé. On s'était installé plusieurs années dans divers coins de la planète, là, vers l'Inde, vers l'Afrique de l'Ouest, de l'Est. Et en fait, on avait un lien déjà qui était un peu, qui n'était pas vraiment un lien physique, mais qui était un lien plutôt de sang, parce que Coralie, comme on le voit sur l'image là, on se doute bien qu'elle a quelques origines asiatiques. Son papa est laotien, et donc ça faisait quelque temps qu'on souhaitait essayer d'orienter nos séjours plutôt vers le continent asiatique et vers le Laos en particulier, puisque c'était donc ses origines du côté paternel. Donc on a, après plusieurs années de vadrouille un peu partout et de séjours longs, dans divers continents, on a décidé de partir en 2 chevaux vers le Laos, parce qu'en avion, ça aurait été trop simple. En 2 chevaux, pourquoi? Parce qu'en fait, on avait déjà fait un voyage en 2 chevaux à travers l'Afrique avant, où on avait découvert les avantages de rouler dans un véhicule qui restait complètement ouvert sur le partage, et où on avait une vitesse de croisière assez faible, et que donc on ne pouvait pas trop s'échapper. C'est très ouvert sur le monde. On avait adoré cet emblème français aussi. Donc voilà, on est parti avec très peu de moyens. On avait 4 € par jour et par personne sur ce voyage qui a duré finalement 1 an et demi à peu près, sur 18 pays, et on a atteint le Laos. Et donc ce film a vu le jour un peu tard, parce que on a finalement décidé de rester non pas 3 mois comme prévu au Laos, mais 7 ans. Donc on a nous aussi eu la famille qui s'est agrandie sur place là-bas, et puis on avait plein d'images, on a vécu une vie assez riche là-bas, et puis on voulait absolument faire quelque chose, et donc ce film a vu le jour un peu plus tard, mais voilà, il fonctionne bien, il est assez apprécié, et c'est un film qu'on n'avait pas vraiment prévu de faire au départ. On avait quand même des images qui en valaient la peine, donc on l'a fait. Voilà, alors on va voir la bande-annonce du film Noria, 35 000 km de la France au Laos en 2 chevaux. Film que vous pouvez voir bien sûr sur notre plateforme filmdevoyage.com, et puis on va vous passer donc cette bande-annonce qui vous donnera, j'espère, envie de suivre les traces de Coralie et de Fabien pendant ces 18 mois. Il y a tout d'abord le premier pas. C'est lui qui fait la différence. Parce que bien que démenti par une poignée de sédentaires endurcis, l'idée d'un voyage au long cours reste pour beaucoup un rêve de gosse. Les mystères du Laos, ce lointain pays inconnu que nous comptions rallier depuis la France en 2 chevaux par la voie terrestre, coulait secrètement dans les veines de Coralie par un bienheureux héritage paternel. Nous partons avec le strict minimum, 4 malheureux € par jour, et aucun moyen de communication. Nous le savons bien, une telle aventure menée littéralement au coude à coude nécessitera de la compréhension mutuelle, des concessions et une bonne dose de complicité. Eh bien, merci Fabien pour cette présentation du film, de la bande-annonce de Noria, 35 000 km en 2 chevaux. Alors, ma première question, quand on part en 2 chevaux, est-ce qu'on s'imagine tous les ennuis qui vont arriver, les rencontres, ou est-ce qu'on part comme ça à l'improviste, ou est-ce on a une petite angoisse quand même? Est-ce qu'on s'imagine d'abord tous les ennuis? On s'imagine jamais ni tous les ennuis, ni tous les plaisirs qu'on prend. C'est justement pour ça qu'on part. C'est pour justement pas trop, partir un peu vers l'inconnu. Je pense qu'on a tous ça en commun. Est-ce qu'on appréhende? Je pense que quand
ceux qui sont passionnés de voyage au long cours comme ça, on appréhende au dernier moment et pas avant. La préparation fait partie du voyage en quelque sorte, je pense. Et puis bon, après, il faut se laisser bercer au quotidien, par les rencontres et par tout ce qui se passe et qui peut éventuellement nous faire changer d'itinéraire, nous faire changer d'idée, nous faire rester quelque part plus longtemps que prévu. Donc oui, il y a peut-être une appréhension de départ, mais c'est plus une excitation qu'une appréhension. Et puis bon, on a évidemment des galères, mais on a tellement plus de bonnes impressions sur la route et de belles rencontres que bon, la balance est largement positive. Alors, on voit que vous êtes passé, pardon, excuse-moi Philippe, on voit que vous êtes passé en Iran ou dans des pays, est-ce qu'il y a des pays plus faciles que d'autres justement en véhicule? Oui, alors bon, au niveau administratif, il ne faut pas trop s'y pencher dessus parce qu'il y a plein de pays qui refusent ou qui rendent difficile l'accès au papier pour un véhicule. Nous, on a toujours réussi à passer avec des moyens plus ou moins avouables. Alors, on n'a jamais lâché 1 euro ou un bakchich, mais par contre, quand on présente un peu le voyage, quand on explique d'où on vient, que ce soit au fin fond du village ou au poste de douane, on arrive toujours à passer d'une manière ou d'une autre, à condition d'avoir le temps. C'est vraiment ça, quoi. Avec le temps, on arrive à... Après, au niveau sécuritaire, ça dépend un peu de la conjoncture et du moment dans lequel on engage ce voyage. Nous, on est tellement parti à l'arrache qu'au niveau planning, en fait, on s'est retrouvé assez vite au milieu de l'hiver turc à moins 50 degrés, alors qu'on aurait pu très bien partir 4 mois plus tard au printemps, mais on était tellement content d'être prêts qu'on est parti. Après, du coup, on s'est retrouvé dans des moments un petit peu chahutés entre l'est de l'Iran, le Pakistan et l'Inde, qui étaient en conflit, bon, qui sont déjà des zones un peu instables un peu de manière chronique, mais on a réussi à passer. Évidemment, la plupart des gens qu'on rencontrait étaient des très très belles rencontres. Il y a toujours une minorité de personnes dans ces zones-là qui cherchent à vous créer des problèmes. Donc, il faut quand même être très alerte sur le moment, parler avec des gens qui sont en face de nous quand on est dans ces zones-là, parce qu'en fait, il faut leur faire confiance. Quand ils nous disent de pas aller dans un endroit, il ne faut pas y aller. C'est eux qui sont les ambassadeurs de notre sécurité, en fait, beaucoup plus que ce qu'on peut entendre avant de partir, qu'il faut évidemment entendre. Quand sa maman nous dit que c'est risqué, il ne faut pas dire que c'est pas risqué. Mais c'est vraiment les gens sur place qui nous donnent les vraies informations. Est-ce qu'on peut combien de temps d'autonomie il nous faut? Est-ce que c'est sécurisé? Est-ce qu'on risque gros ou pas? Et là, il faut faire les choix. Oui, en fait, tu as un peu répondu à la question que j'avais, c'était est-ce que vous aviez fait de grands préparatifs avant de partir, mais peut-être plutôt par rapport à la voiture. Mais je vais rebondir sur une autre question, c'est comment aussi vous êtes venu l'idée de faire ce documentaire-là par rapport à l'expérience du voyage? Est-ce que c'est quelque chose qui était anticipé ou c'est venu au fil du voyage? Et est-ce que vous pouvez aussi donner un peu votre expérience du montage de documentaire pour que ça puisse inspirer ou motiver peut-être d'autres voyageurs à faire un film au cours de leur voyage? Oui, alors nous, on voyage depuis 15 ans, oui, bien tassé même, mais par contre, on n'est pas des professionnels du film. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a quand même voulu prendre un matériel audiovisuel, une caméra et un micro-cravate qui ne valait pas grand-chose, mais qui était quand même de bonne qualité, parce qu'on s'était dit, on fera des images, ça en vaut la peine, et puis sans vraiment avoir d'idée de la finalité de ces images-là. On en avait quand même en 1 an et demi de voyage comme ça, avec une 2 chevaux qui traverse tous ces pays-là. Forcément, les images, on n'a pas trop de mal à faire des bonnes images. Et du coup, quand on s'est rendu compte qu'on avait quand même quand on nous a dit au fur et à mesure que nos images étaient chouettes, on s'est rapproché d'un copain. On en parlait tout à l'heure, des histoires aussi, les voyages continuent après avec des projets entre amis. Donc, on a contacté un copain qui était dans l'audiovisuel, qui a une boîte de production qui s'appelle Pi Production, et qui est à côté de Montpellier, dont on est originaire. Et il nous a dit, on lui a dit, regarde nos images et dis-nous ce que tu en penses. Et lui, tout de suite, il a dit, je suis partant, on va monter un documentaire là-dessus, ça en vaut la peine, vos images sont super, votre histoire est sympa.
on va en faire quelque chose. Donc c'est vraiment, c'était pas prévu au départ. On avait fait des expos photos, on avait fait des conférences sur le voyage, mais on n'avait pas prévu de faire un film comme ça. Finalement, on est ravis parce qu'on a recréé un projet dans le projet. On a travaillé avec Pi Productions, qui étaient des amis. On a travaillé avec des copains qui sont musiciens, qui nous ont écrit la musique, une bande originale, Franck Marty et Jean-Marc Pareil, et qui ont, eux, pu donner vraiment énormément, je trouve, de profondeur au film. Et donc, voilà, je tiens à les remercier parce que c'est grâce à eux aussi que ce film a du succès. Donc, voilà. Alors, pour terminer, comme tous les réalisateurs qui sont là ce soir, le partage est aussi quelque chose auquel on est sensible, auquel on a envie de participer. Est-ce que ça t'a, au niveau du film, est-ce que ça t'a apporté aussi au niveau personnel un changement de ta vie? Est-ce que tu as peut-être d'autres ambitions, d'autres vues par rapport à la rencontre que tu as faite durant ce voyage? Est-ce que ça modifie un peu tes ambitions et puis peut-être des projets futurs dans l'audiovisuel? Oui, forcément. Alors, comme je disais, on n'était pas notre premier coup d'essai dans le voyage, mais c'est vrai que sans regretter de ne pas avoir documenté les voyages précédents, parce qu'on ne regrette pas du tout d'avoir vécu ça sans matériel et au jour le jour, spontanément. Mais par contre, c'est vrai que là, il y a plusieurs projets qui sont en cours. Il y a une traversée de la côte méditerranéenne à pied entre l'Espagne et l'Italie qui est bien avancée, qui est un petit peu découpée à cause des conditions sanitaires en ce moment. Mais voilà, il y a aussi un nouveau projet d'expédition dont je ne peux pas trop parler encore, mais sur les traces d'un explorateur légendaire qui devrait voir le jour une fois que le contexte sanitaire le permettra aussi. Et là, c'est vrai que dans ces projets-là, on a tout de suite envie de participer à ce partage-là dont tu parles, Didier, parce que en fait, on se rend compte que après ce voyage-là, on permet, et cette soirée en est la preuve, c'est de rencontrer des gens, alors là, de manière virtuelle, mais parfois de manière physique, rencontrer des gens qui ont fait tout un tas de choses extraordinaires, chacun à sa façon, avec des idées qui fusent, et surtout, vraiment de donner vie à ces rêves, justement, dont on parlait tout à l'heure. Et donc le partage, il est avant le voyage, pendant le voyage et après le voyage, et ça, c'est sûr qu'on y tient beaucoup. Ouais. Eh bien, c'est sur ces quelques mots qu'on va clôturer cette soirée. Il ne reste plus qu'à remercier nos réalisateurs, remercier Marie, Yannick du Québec, Delphine et Quentin de Belgique, Maël et Pierrick du sud de la France, et puis toi, mon cher Fabien, de nous avoir accordé cet entretien et puis de nous avoir permis aussi de diffuser le film sur cette plateforme qui vient d'être lancée officiellement ce soir. Filmdevoyage.com, donc une initiative des aventuriers voyageurs et de l'association Aventure du bout du monde qui répond à la fois à la demande des spectateurs mais aussi à la demande des réalisateurs pour permettre cet échange, ce partage. Il y a d'autres projets qui sont en cours sur ces plateformes, notamment des visioconférences, des thématiques qu'on va peut-être développer. On va en tout cas continuer ce genre de rencontres avec des réalisateurs régulièrement au sein de nos réseaux. Et puis, reste à vous, chers spectateurs qui nous ont suivis, de vous remercier et puis de vous inciter à visualiser les films que vous souhaitez. Il y a plus de 50 films actuellement sur cette plateforme. Et puis, vous avez l'offre de bienvenue jusqu'au 1er juin qui est ABM 25, qui vous permet d'avoir une remise de 20% sur les tarifs. Et je rappelle que quand vous achetez un film, il y a un partage équitable entre les réalisateurs et puis les frais de fonctionnement. Donc voilà, ça permet aux réalisateurs d'avoir un petit supplément pour pouvoir continuer à produire des films, parce que c'est grâce à eux qu'on a de belles images et c'est grâce à eux qu'on voyage aussi à travers leurs reportages. Voilà, il ne nous reste plus qu'à vous remercier, à vous souhaiter une très belle soirée et puis à vous donner rendez-vous en ce qui concerne ABM, à vous donner rendez-vous pour une prochaine visioconférence qui aura lieu mardi 6 avril sur la Zambie. Et puis, quant à la plateforme, on lui souhaite bon succès, plein de réussite et on remercie encore sérieusement l'équipe du Québec qui a travaillé d'arrache-pied pour mener ce projet et on est fiers aussi de les avoir accompagnés sur cette aventure. Voilà, merci à tous, merci à Philippe de nous avoir accompagnés sur cette soirée et puis à Sébastien de nous avoir permis de diffuser les teasers qui vous ont permis aussi de vous donner envie, j'espère, de pouvoir suivre ces films sur filmdevoyage.com.
À très bientôt. Bye bye et portez-vous bien. Au revoir. Merci à tous. Bonne soirée.